Cette réunion publique est organisée par l'Union de quartier Beria-Saint-Bruno. Nous sommes saisis en fait d'une lutte qui était partie dans la clinique mutualiste et qui était arrivée à nos oreilles à l'Union de quartier. La situation, mais bon, j'imagine si vous êtes aussi nombreux, c'est que ça vous a paru aussi important qu'à nous, est assez grave. C'est qu'on a le groupe majoritaire du conseil d'administration de la clinique mutualiste qui a décidé de vendre ses parts et la décision est sortie un peu officiellement cet été, cet été. Et en fait, dans cette vente sont envisagées toutes les possibilités, incluant le privé lucratif. Ça amènerait à complètement transformer la nature, merci, de l'offre proposée, et donc on serait plus du tout sur un établissement public d'intérêt collectif qui fait pour les usagers, c'est un peu la même chose aujourd'hui d'aller à la clinique mutualiste que d'aller à l'hôpital en termes de ce qu'on paye. Les dépassements d'honoraires ne sont pas à notre charge, voilà. Et on a des services qui sont pour nous comme alors intérêt collectif, donc la même chose qu'un service public. Alors c'est grossier, hein, mais c'est pour nous, c'est ce qu'on comprend en tout cas, et c'est pour ça qu'on s'en inquiète. Adrea a décidé au mois de février de vendre les cliniques mutualistes sous prétexte que, étant donné qu'ils sont présents dans le conseil d'administration, ils font courir un risque prudentiel à Adrea. Nulle part, on a prévu dans les comptes d'Adrea une provision pour risque. Et comme je t'ai dit au président Brottier, président d'Adrea et maintenant président d'Aesio, tu veux vendre parce que tu as besoin de pognon. Parce qu'Adrea a perdu du fric il y a quelques années. Enfin, ils ont perdu 31 millions d'euros une année, 5 millions d'autres après. Donc, avant la fusion, ça paraissait logique qu'ils veulent rentrer dans leur fonds. Si Adrea avait voulu se retirer du conseil d'administration de l'UMGGHM, c'est tout à fait possible. Dans les statuts, c'est prévu. Et s'il avait accepté que d'autres mutuelles viennent, Via Santé avait approché le président Jarry il y a 2 ans. Brottier a dit « niet ». Donc, c'est vraiment le fait de Brottier, cette vente d'Adrea. Il y a 2 types de risques. Il y a un risque sanitaire, car une vente à un secteur, à un privé lucratif, et sans stigmatiser un secteur par un autre, fait qu'il y a certaines fonctions ou certaines spécialités qui ne pourront pas continuer à travailler avec le niveau d'exigence que nous avons mis en place dans une structure libérale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes de financement et tout n'est pas financé au même niveau. Et donc, il est vrai que j'identifie un risque sanitaire si le GHM devient une structure libérale in extenso. Il y a un risque aussi sociétal parce que, par exemple, dans un service d'oncologie, vous êtes certain qu'une structure libérale ne sera pas en capacité de continuer à avoir, par exemple, une quinzaine de salariés oncologues médicaux. Pourquoi ? Parce qu'une structure libérale ne permet pas d'avoir une assise financière pour financer ces oncologues. Dans nos activités, en particulier en cancérologie, certaines d'entre elles ne sont pas toujours très bien financées. Il y a des examens, parfois des produits thérapeutiques, des médicaments, parfois des prises en charge psychologiques et autres qui n'ont pas toujours une très bonne lisibilité financière. Et donc, si elles ne sont pas prises en charge, il peut y avoir un risque qu'elles disparaissent. Et comme en particulier en cancérologie, le GHM représente la moitié de l'activité sur Grenoble, il est important de s'assurer que cette vente permette de pérenniser ces activités. En tant qu'habitante et en tant que citoyenne, je suis très attachée à cette clinique, à la manière dont ça se passe et ce qui s'y fait à l'intérieur. On est vraiment très surpris qu'une mutualité, l'Adrea très concrètement, veuille vendre. Et s'il vend et qu'il vend à du privé, moi ça me dérange. Je me rends compte que la notion de service public, c'est une notion qui commence à être vraiment galvaudée. Tout ce qui a été dit ce soir, je pourrais l'appliquer, c'est exactement pareil sur le logement social. Et à Grenoble, on a des élus
qui ont fait le choix de marchandiser, enfin de vendre, de dilapider, pour moi, c'est vraiment dilapider un bien commun qu'on a. Donc quand je parle du logement et que je dis que c'est les élus, c'est vraiment les élus qui ont pris des décisions. Sur la santé, c'est pas eux qui ont pris les décisions, mais il y a une ambiance qui fait que c'est possible. La mutuelle Adrea, qui est la mutuelle majoritaire, vend ses parts sociales pour créer une autre mutuelle à Aesio et donc est en train de livrer la clinique, le groupement hospitalier mutualiste en fait au privé lucratif. Enfin en tout cas c'est le risque, sachant que c'est la deuxième plus grosse clinique de France puisque le plus gros groupement est à Nantes, le deuxième groupement est à Grenoble. Ce serait une catastrophe pour l'agglomération grenobloise et pour le département de l'Isère. Puisqu'on sait très bien que les cliniques privées à but lucratif en fait abandonnent des activités que par exemple le CHU de Grenoble ne pourrait pas en tout cas absorber. La clinique mutualiste est au sein même de la ville de Grenoble, donc avec des quartiers autour. Ce serait une catastrophe pour les habitants des quartiers d'à côté qui ne pourraient plus se soigner ou seraient obligés d'aller au CHU, enfin attendre des heures et des heures pour avoir des urgences. Il faut savoir que cette clinique mutualiste a des urgences qui fonctionnent 24 heures sur 24, au même titre que les hôpitaux publics. Donc c'est vraiment la casse du service public dans Grenoble, dans l'Isère, mais au même titre que dans toute la France, puisque nous le rappelons sans cesse, c'est que la loi santé est faite pour briser les établissements d'utilité publique et les établissements publics de santé. On est un groupe hospitalier mutualiste, enfin on s'appelle le groupe hospitalier mutualiste. Je pense qu'on peut résumer ce qu'on est à ça. On est un groupe, c'est-à-dire qu'on a des activités qui sont rémunératrices peut-être, on en a d'autres qui ne le sont pas. L'important c'est que toutes mises ensemble, elles nous apportent à nous la capacité de soigner à peu près tout le monde dans les meilleures conditions possibles et avec un niveau de performance qui est très clairement le même que celui du CHU dans toutes les compétences qu'on a chez nous. Hospitalier parce qu'en fait on assure des missions de service public et quand on parle de risque sanitaire, clairement c'est ça. Nos missions de service public c'est quoi ? C'est quand vous êtes malade à 3h du matin, vous n'allez pas à la clinique Beldon, vous allez chez nous. Vous allez chez nous parce qu'il y a des urgences, vous allez chez nous parce qu'il y a des médecins de garde, vous allez chez nous parce qu'il y a une maternité. Et ça coûte, on a parlé des dépassements d'honoraires, la permanence des soins, c'est-à-dire le fait de financer la présence des soignants et tout ce qui va avec la nuit et de faire en sorte que vous puissiez accéder à nos soins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, et c'est 3 millions d'euros également. Voilà. Et cet argent-là, clairement, il n'est pas rentable. Et demain, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire si quelqu'un arrive et veut faire de l'argent dans la santé ? Voilà, parce que c'est clairement l'objectif. Et on va rogner là-dessus. Et nous, on va en pâtir, effectivement, en tant que salariés. Mais très clairement, ce qui disparaîtra en premier lieu, c'est les services publics qu'on assure aujourd'hui. Parce que ces missions-là, on a l'obligation de les faire. Et je pense même qu'on est heureux d'assurer ces missions-là. Et c'est pour ça qu'en tant que salarié, on est content de travailler au GHM. Le dernier point, c'est mutualiste. Alors, j'avoue que l'année en cours m'a un peu rendu moins naïf sur le caractère mutualiste, en tous les cas, de nos propriétaires actuels. Parce que très clairement, pour moi, c'était l'engagement de ne pas être dans un système lucratif. En pratique, aujourd'hui, notre système, il est déjà lucratif. Les dividendes des mutuelles, très bien, ça sert probablement à chacun d'entre nous en tant qu'adhérent des mutuelles, mais aujourd'hui, les frais de fonctionnement des mutuelles, ils sont quand même largement importants, on va dire, et notre système actuel est pas adapté. C'est pour ça qu'aussi, peut-être qu'on a l'opportunité de proposer un autre modèle de gouvernance de l'établissement. Pour présenter le projet de reprise en SIC de la clinique mutualiste de Grenoble. Une SIC, c'est une structure coopérative d'intérêt collectif gérée en fait par des collèges. Donc il peut y avoir différentes gouvernances. Donc dans le cas par exemple de la clinique mutualiste, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a un collège d'usagers
un collège de salariés, il peut y en avoir même plusieurs, parce qu'il y a il y a des médecins libéraux, il peut y avoir, il peut y avoir plusieurs collèges. Il peut y avoir un collège, on va dire, de tous les pouvoirs publics, un collège, par exemple, des mutuelles. Donc on peut reconnaître comme ça toutes ces personnes et on va organiser la gouvernance en pondérant le poids de ces différents collèges et en gardant le un homme une voix au sein des collèges éventuellement. Donc on peut faire beaucoup de choses et du coup réfléchir à une gouvernance. Le gros intérêt, c'est que par rapport à la problématique à l'heure actuelle de la vente par un groupe mutualiste qui est difficile à contrôler, où les usagers n'ont aucun marge dessus et les salariés peu, faire une vraie solution où on garde une qualité de soins, où les usagers sont inclus dedans, et avec une gouvernance qui inclut tous les acteurs qui en tirent bénéfice, on va dire, en termes de qualité de soins. Le but des SIC, c'est pas de rémunérer les actionnaires. D'ailleurs, c'est pas possible dans le cadre d'une SIC, qu'on soit bien clair. Donc, on est vraiment dans quelque chose de non lucratif. Il y a des parts sociales, on est sociétaire, mais il n'y a pas de rémunération de la part. Et il n'y a pas non plus de valorisation de la part. C'est vraiment le principe de ça, c'est de poser. Après, du coup, la question des droits dans des collèges, il y a un homme, une voix, et après, on va pondérer les différents collèges. Donc ça, c'est des discussions à avoir au moment de la création. Et le vrai difficulté qu'on a déjà, nous, identifié depuis un moment et qui est compliqué et qu'on est en train de travailler, c'est d'arriver à avoir un groupe de salariés. Parce que le plus difficile, vous voyez, là, il y a un certain nombre d'usagers, il y a les élus, mais je pense que ça, quand ça prendra, je suis moins inquiet. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'inquiète moins que on verra à ce moment-là. Mais le vrai problématique, c'est d'avoir un vrai noyau de salariés, parce que d'abord, il y a des compétences. C'est-à-dire ça s'invente pas, hein. C'est-à-dire qu'on va pas trouver quelqu'un d'un coup pour connaître toute la culture d'une entreprise, d'une structure comme le GHM. On en a parlé, hein. Vous voyez, les gens, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être, il y a toutes ces choses-là. Donc ce qui est important, c'est qu'il y ait un noyau dur, d'avoir le temps de plancher, parce qu'au départ, il y avait un délai court, hein. C'est-à-dire que nous, les délais qu'on nous avait donnés, au départ, c'était quasiment, il fallait fin décembre pouvoir poser. Visiblement, le délai se recule et c'est tant mieux. En tout cas, la SIC est envisageable, il n'y a pas, économiquement, il n'y a pas de blocage. Et par contre, ça permettrait d'ouvrir quelque chose de nouveau, parce que de cette taille-là, il y en a quelques-unes, mais des tout petites de cette taille-là, il n'y en a pas en France. Et ça pourrait, on parlait de la difficulté au niveau médical et en général partout, ça permettrait de montrer qu'il y a d'autres types d'alternatives et peut-être de lancer un mouvement pour dire, ben voilà, on peut faire autrement et on peut sortir de l'espèce de guerre des mutuelles qui sont tous en train de s'agréger, de revendre des bouts et on ne sait plus bien ce qui est mutualiste, ou du privé ou ça. J'ai pas l'air trop hirsute parce que ma femme me reproche toujours mes cheveux. Alors j'essaye de pas susciter son ire. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant, le conseil d'administration de la mutuelle qui gère la clinique mutualiste de Grenoble a annoncé cet été sa volonté de vendre l'activité de la clinique. Les seuls acquéreurs qui ont déposé un dossier proviennent du privé lucratif. Face à cette situation, un collectif de lutte s'est constitué avec les salariés de la clinique, des usagers au travers de leur union de quartier, de l'URSCOP, qui est l'union régionale des SCOP, et même des élus, dont le maire de Grenoble, M. Piolle, s'est timidement, lui, positionné en faveur d'une reprise en coopérative. Est-ce que tu penses que ce projet est compatible avec ta vision de la propriété d'usage collective? Oui, je suis effectivement au courant, des camarades de Grenoble ont tenu au courant depuis plusieurs mois et de l'opportunité que ça représente pour les SCOP de monter en puissance en se portant acquéreur d'une clinique de cette taille. Par parenthèse, ça montre bien ce que c'est que la mutualité aujourd'hui. Hein. C'est un ersatz de capitalisme. Hein. Et on ne peut pas du tout compter sur les acteurs mutualistes en matière de santé pour s'opposer à la logique capitaliste. Oui, bien sûr, hein, que nous sommes là devant un projet de reprise à la fois par les salariés et par les usagers, extrêmement intéressante. Donner des conseils, je ne sais pas. Moi, je suis un intellectuel derrière son bureau, comme dit l'autre. J'ai pas vraiment de conseils à donner, hein, sauf à dire que ce genre de mouvement, hein, où on ne se contente pas de dénoncer, hein, mais où on propose que les travailleurs deviennent souverains effectivement sur leur travail, c'est ça l'avenir. Et ça ne pourra effectivement advenir que s'il y a un déplacement de l'activité
politique de gauche, un déplacement de l'activité du syndicat de transformation sociale vers le fait que les travailleurs assument la production et ne se contentent pas de protester contre le capital. Il faut maintenant poser des actes à la fois localisés et en même temps conquérir des institutions macroéconomiques, parce que évidemment que ce n'est pas simplement par, je sais pas quoi, un crowdfunding ou des choses comme ça qu'on va pouvoir réunir les fonds nécessaires. Il s'agit bien de se battre aussi pour une nouvelle loi qui confie aux travailleurs, qui donne priorité aux travailleurs lorsque un équipement est mis en vente. Les travailleurs doivent être prioritaires. Une institution collectant des cotisations en matière de santé doit apporter à ces travailleurs le support nécessaire pour leur reprise en main de l'outil. Ça vaut pour la santé, mais ça vaut absolument pour toutes les productions. Donc, que ce soit une grande structure, pour toi, c'est pas un frein, c'est possible. Mais bien sûr, au contraire, il faut même saisir l'occasion qu'une grande structure soit l'objet de cette prédation pour l'éviter, bien sûr. Alors restera le problème de trouver des financements, bien sûr. Est-ce que là, tu as des conseils? Non, je n'ai pas de conseils. Moi, ce que je peux dire, comme historien de la Sécu, comme chercheur sur les questions de mise en place de la production du soin dans les années 50-60, c'est que seule une cotisation interprofessionnelle, pas simplement dans laquelle les acteurs concernés mutualiseraient leurs ressources, parce que des ressources de pauvres ne font que de pauvres ressources, même mutualisées. Non, une cotisation interprofessionnelle a rendu possible la construction d'équipements de soins sortis de la logique capitaliste. Et cette cotisation interprofessionnelle doit à la fois servir à la prise en main par les travailleurs de la clinique mutualiste de l'équipement et plus généralement soutenir la reprise par les salariés de l'outil de travail chaque fois que l'occasion s'en présente. Ça sera donc une belle occasion et une belle preuve si on y arrivait. Ah bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est un combat qui évidemment est passé complètement sous silence par les médias, mais ça c'est classique et c'est très bien que le média précisément fasse connaître cette bagarre et la soutienne.